Merci, merci Jeanne. Voilà, bienvenue pour cette dernière après-midi des rencontres, de nos rencontres. Voilà, et merci d'être restés nombreux encore pour poursuivre les dernières interventions de la journée. Voilà, donc je suis particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui donc François Bon, qui est énormément de choses, un homme avant tout, certes, qui est aussi voilà, écrivain, lecteur en amoureux, je pense, fan de rock, je crois aussi, hein, voilà, écrit beaucoup, youtubeur aussi, auteur de la chaîne, qui administre la chaîne Le Tiers-Livre, également traducteur, notamment d'un auteur qui nous est cher à tous les deux, Howard Phillips Lovecraft. Voilà, donc un homme à tout faire, qui a énormément de savoir. Mais je fais pas le ménage. Il fait pas le ménage au musée Auguste Comte, mais je vais peut-être l'employer parce qu'il est tellement multitâche que voilà. Et voilà, donc je vais lui céder sans plus tarder la parole. Et voilà, nous sommes vraiment très heureux de l'accueillir à l'occasion de nos rencontres. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Il y a 18 minutes de retard qui vont m'être incombées, mais comme ça je surveillerai mes 45 minutes. Merci d'abord à Vincent Guido qui a été le premier à m'inviter, à Alain Lecomte, parce que je lui ai demandé aussitôt l'autorisation avant pour vérifier. Merci à Sophie pour les 45 emails. C'est une invitation qui est quand même pas facile et étrange, dans la mesure où nous on connaît pas le back-office, on est visiteurs et en même temps, dans la mesure où on travaille littérature, écriture, peut-être que là, le travail, ça va être de voir où est cette frontière, comment on traverse, nous, cette frontière. Et évidemment, l'intervention devait être le 18 novembre 2020, et pendant un an, tu entends « Ah ouais, tu vas faire ça. Ah ouais, mais tu sais, Alain Borer, il avait fait un truc super. Ah ouais, c'est vigeant. » Et après, tu commences à trouiller, tu fais « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et voilà. Alors, j'ai une base écrite parce que je voulais pas c'est trop compliqué, pour partir sans filet. Mais j'ai divisé en 30 petites vignettes, comme ça me cadre mon temps, et puis on y va. Depuis quand y a-t-il des maisons d'écrivains ? Le mot écrivain commence d'être employé au XVIIe siècle. Il n'y a donc pas de maison d'écrivain avant le XVIIe siècle. 2. Ma plus dense émotion liée à un lieu associé à un écrivain. Et pourtant, avec le ras-le-bol de ce matin, je m'étais juré que je n'avais pas le mot émotion dans mon texte. Auto-commentaire. À cette époque, mais c'est très positif, j'étais surpris, on a entendu au moins 40 fois le mot émotion, alors qu'esthétiquement, c'est pas un critère. Sauf chez Maurras. À Rome, on pouvait enjamber un grillage et grimper sur le Testaccio. C'est une vieille colline dont l'origine est un peu inexpliquée, mais qui est une sorte de monticule avec des débris d'amphores, mais duquel on aperçoit de façon panoramique les 7 collines. Et tout en haut du Testaccio, un figuier dont le tronc n'est pas plus gros que ce doigt. Mais Cervantes, quand il vient à Rome pour la première fois, monte sur le Testaccio pour voir les 7 collines de façon panoramique et parle du figuier. 30 ans plus tôt, si je ne me trompe pas à peu près, Rabelais vient pour la première fois à Rome pour obtenir avoir le droit de se marier avec sa femme avec laquelle il a 3 enfants. Il monte, la première chose, c'est monter sur le Testaccio avec des épreuves, parce qu'à Lyon, ils sont en train d'imprimer pour la première fois un plan de Rome et des ruines de Rome. Et là, ils trouvent par terre, accolé au figuier, un Romain qui, lui, est en train de corriger les épreuves de son livre avec le premier plan de Rome. Et Rabelais, donc, parle de cette rencontre et du figuier nain. Donc, toi, tu as tes pieds, ton exacte place sur la terre, même ici maintenant, juste devant ce figuier qui a toujours le tronc gros comme un doigt, et où Rabelais, comme Cervantes, ont eu leurs 2 pieds. 3. L'anti-maison d'écrivain. Dans la cour du 32 rue Montmartre, le Bouillon Chartier est toujours un resto à la mode. La cour est toujours aussi triste, un peu sale, très sombre,
mais quelqu'un a dévissé pour la voler, je pense il y a une dizaine d'années, ou en tout cas la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 12-13 ans, sans qu'elle ait jamais été remplacée. La plaque « Ici a vécu Isidore Ducasse, comte de Lautréamont ». Mais on voit encore le contour blanchâtre de la plaque volée, on voit encore les 4 vis. J'espère que celui qui l'a prise a eu bien du bonheur. 4. Baudelaire a occupé à Paris 32 chambres d'hôtel. Que serait, ou bien où serait la maison Baudelaire? Une reconstitution de chambre typique qu'on déplacerait ici ou là d'année en année, ou bien qu'on inclurait dans le musée d'Orsay. On n'a aucune photographie de ces chambres. Une fois, je suis à Pimaudan, sur l'île Saint-Louis, sous les Combles. Une luxueuse fondation américaine a réaménagé les logements loués par Gautier, Baudelaire et les autres. Je suis devant la même fenêtre où lui-même voyait Paris, j'éprouve quoi? Pas grand-chose en fait, autour de moi, le luxe américain, mais je passe régulièrement le saluer, plusieurs fois par an depuis 40 ans, au cimetière Montparnasse. 5. Ce qui me relie aux maisons d'écrivains. Sachez, attendre d'être seul dans la chambre qu'occupait Balzac, mais c'était autrefois parce que maintenant il y a une caméra. M'asseoir à sa table et m'y photographier. Je l'ai fait plusieurs fois. Mais surtout, je touche le bouton de sa fenêtre. Ça, on a le droit. Ce geste sur cet objet, il l'a fait, forcément fait. 6. À Saint-Brieuc, dans la pièce de travail de Louis Guillou, même la pipe est restée. Question au simulacre. Il est où, monsieur Simulacre? Je ne le vois plus. Ouais. Donc la question d'après lui, c'était de dire, est-ce que la pipe est restée parce que personne n'a touché, ou est-ce qu'on a remis la pipe? Et là, on entre chez Magritte, mais ceci était quand même la pipe de Louis Guillou. Tout bien, tout honneur. Même la pipe est restée au même endroit, ses plumes, ses ustensiles, les livres qu'il lisait à sa mort, on dirait que le lit vient à peine d'être refait. 2 fois le mot émotion, putain, c'est même moi. De l'émotion, bien sûr, mais il y a 2 ans, en Auvergne, dans le Césalier, j'ai le visage plaqué contre la vitre d'une bicoque, où les années précédentes, quand on faisait la même balade, on apercevait un très vieil homme. Une casserole est restée sur la gazinière déglinguée, des verres, des boîtes non identifiées sur la toile cirée, et là, pour de vrai, au fond de la pièce unique, le lit n'est pas fait. 1 an plus tard, même balade, tout est resté pareil. En quoi cette émotion diffère de l'anonyme évacué pour quel EHPAD de sa maison du Césalier et de l'auteur canonisé? 7. Ce qui m'a le plus heurté concernant... J'ai vraiment travaillé catalogue, hein, ça, Sophie, c'est un vrai travail. Ce qui m'a le plus heurté concernant les maisons d'écrivains. La vente Grac. Tout n'a pas été liquidé. L'université d'Angers, par exemple, a acheté les différents appareils photo et l'ensemble des négatifs. Et les positifs, 70 positifs aussi. La BNF a récupéré les cahiers, mais doit respecter un délai imposé par l'auteur avant de rendre publique sa numérisation. Je serais donc mort bien avant de pouvoir lire les inédits de Julien Gracq. On survit quand même. Hein. À 25 € de mise à prix aux enchères, le petit carton avec une ficelle qu'il accrochait à sa poignée de porte quand il partait le matin chercher son pain et son journal, ça, j'aurais pu l'acheter. Qui en est le dépositaire aujourd'hui puisque ça a été vendu? Permettez que je garde mon couvre-chef. J'entends encore sa voix à notre dernière rencontre. Il me fait signe de m'asseoir sur ce vieux fauteuil de cuir tout élimé qui est là où il lit son journal à la lueur de la lampe. Et il y avait le même fauteuil exactement chez ma grand-mère autrefois. Mais ouf, quand je m'y assois, moi 2 fois plus lourd que Julien Gracq, Monsieur Louis Poirier, ça craque, je me retrouve les fesses par terre et je n'ose pas me relever en disant excusez-moi. Vendu 200 € aux enchères, j'espère qu'ils auront fait réparer. Gracq n'a pas voulu de tombe, incinéré, puis les cendres dispersées. Quand je reviens à Saint-Florent-le-Vieil, où aller? Je m'arrête sur le pont, je vais jusqu'à la sablière de l'île Batailleuse. Je remonte la rue du Grenier à Sel, la terrasse, sa vieille rambarde de pierre, le mur un peu pisseux, ça n'a pas changé. Dans la pièce où il recevait sa grande télévision, sa collection de DVD d'opéra et les 2 télécommandes, la pile de revues littéraires qui lui gardait lien à l'extérieur, un poêle à fioul devant la cheminée, la photo de ses parents, le calendrier des postes.
j'ai fait une photo volée. Le temps qu'il aille à la cuisine et qu'il revienne. Alors, j'ai pas osé lui dire, j'ai fait la photo, je peux. Dans le couloir sombre, pour repartir, une peinture très nulle. Et comme je la regardais surpris, lui, je n'ai jamais eu goût à la peinture. Est-ce que ce n'était pas aussi bien de tout reprendre ça à neuf et d'oublier? C'est ce qui a été fait, mais je ne suis jamais entré dans la maison refaite, léguée par lui à la Fondation de France, qui n'en a pas voulu, la repasser à la commune qui a créé ce centre culturel avec des résidences, un travail impeccable, sur fonds régionaux, mais non, je ne pourrais pas y entrer. 8. Pèlerinage Rimbaud, totalement indépendant de la maison Rimbaud, je ne sais pas si la personne est là. Ça tombe à Charleville, un ciel gris sur fond d'immeubles jaunes, on y passe une fois, on y passe 10 fois, on la garde. Mettez-le au Panthéon, c'est tout ce contexte et les immeubles qu'on supprime. Là où était la ferme, à Roche, bombardée en 1918, carrefour à la perpendiculaire de 2 routes de campagne. Reste de la ferme, un moignon de mur gris de 3 mètres. On a tous fait le pèlerinage. Jean-Christophe Bailly, dans Dépaysement, a écrit un texte rien que sur ce moignon de mur à son carrefour de campagne. Le texte de Bailly devient la vraie maison de Rimbaud. Qui, par exemple, visiterait le Combourg de Chateaubriand sans avoir en tête la visite qu'y font Gustave Flaubert et Maxime Ducamp, alors que le château sert d'entrepôt agricole totalement à l'abandon. L'abandon les rapproche plus de Chateaubriand que la lisse visite codée d'aujourd'hui, la reconstitution du monstre selon Image d'Épinal. Ce n'est pas le cas de la Vallée aux Loups. 9. Le slogan des maisons d'écrivains en région centre. Il faut bien qu'on ait de quoi discuter quand on se reverra. Nous ne sommes pas que des maisons d'écrivains. Qui en a eu l'idée? Si c'est ces deux-là qui se dénoncent. La preuve, ils y font des choses magnifiques. Mais moi, ma chambre, c'est rien que ça, une maison d'écrivains. Et ce que je demande à leur maison, c'est le contraire, de n'être que des maisons d'écrivains. Ça ne fait pas vivre? Non. Mais la littérature n'a jamais fait vivre personne. Et quand même, les affiches, le jour où j'ai vu ça, ah! Ils s'expliqueront dans le débat public. 10. Pour David. Providence, Angel Street. La maison du grand-père de H.P. Lovecraft, dont la vente, lui enfant, a été si douloureuse. Il avait 10 ans. Une sorte d'immeuble a été rebâti sur l'emplacement. Là où, avec sa mère, ensuite, ils ont eu leur appartement. Maintenant, l'arrière-cuisine d'un restaurant mexicain. La maison Barn Street, où il a loué une chambre, et sa tante Liliane, une autre, dans le même couloir à côté. Elle propose toujours des colloques aux étudiants, mais rien à voir. Au 33 College Street, où il a passé ses dernières années. Un parking. La maison qui était sur le parking a été transplantée, comme on va faire de la maison Descartes, dont il était convenu ce matin qu'elle allait être déplacée et reconstruite sur un parking de Chambord. Mais sérieux, hein, c'est acté, tout le monde y gagne. En tout cas, la maison de Lovecraft a été transplantée à 300 mètres de là, mais pas le bâtiment de fond de cour où il louait un étage avec sa tante Annie, la survivante, jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde la maison transplantée? Benefit Street, un peu plus loin. La maison funéraire où en mars 1937, à 46 ans, on l'a rapportée pour 2 jours exactement. C'est toujours une maison funéraire, mais ça ne se visite pas. De ses lettres et carnets, lui qui toute sa vie était un marcheur urbain, diurne et nocturne, une moyenne de 20 km par jour. Je connais et j'exerce, j'accomplis un par un tous ces trajets. Toujours les mêmes, quelques-uns, un vers la rivière, un vers le centre-ville, un à travers le campus pour aller à la bibliothèque. C'est la ville, sa vraie maison d'écrivain. La bibliothèque de quartier, l'Athénaeum, est classée. Une vieille bibliothèque, dans les rayons sciences et techniques, dans les rayons voyages, de nombreux livres d'avant 1928. Ce livre sur l'Antarctique, avant l'expédition Boyd de 1930. Ce livre sur les sous-marins au temps de la Première Guerre mondiale. Il les a touchés, il les a lus ici même, il s'en est servi dans ses histoires. Quand j'ouvre moi-même un livre lu par H.P. Lovecraft, quelle est ma relation à l'auteur, en quoi elle change? C'est comme s'ils étaient simplement cachés parmi les autres, à portée de ta main à toi, là où à Ailly-et-Combray, on ne te laisserait pas manipuler le Saint-Simon de Proust. Au sous-sol, la table où on peut lire les journaux,
dans ce fauteuil, mais ce n'est plus le même fauteuil. Edgar Poe s'est assis. 90 ans après, Lovecraft venait chaque jour exprès s'asseoir dans ce même fauteuil, lire les mêmes journaux, parce que c'était le fauteuil d'Edgar Poe. 90 ans après, te voilà toi assis dans ce même fauteuil, en tout cas, c'est pas le même fauteuil, mais sous le même emplacement entre la table à journaux et la fenêtre, où s'étaient assis Edgar Poe et H.P. Lovecraft. En quoi ça te sert dans ton travail? À la mort de Lovecraft, Bob Barlow, correspondant qui a 13 ans la première fois qu'il écrit à Lovecraft, qui devient son exécuteur testamentaire à 18 ans, probablement le plus intime de Lovecraft à cette époque, reçoit à Austin, Texas, un télégramme de la tante Annie. Il prend aussitôt le bus, puis le train, mais arrive trop tard pour l'enterrement. Il fera ce jour-là 2 photos de l'intérieur de la pièce à vivre de Lovecraft, avec son fauteuil, le canapé où il dort, le guéridon avec sa Remington achetée en 1906, son buste de Milton et ses étagères à livres. Il semble que les originaux de ces 2 photos soient perdus, mais on a toujours la publication en revue qu'en fait August Derleth en 1947, au fait d'avoir connu Julien Gracq. Lui, il a connu August Derleth, qui connaissait Lovecraft, lequel une fois avait rencontré dans un train un aveugle français, mais vivant au Texas, qui avait eu les yeux gazés en 1917 et qui fait l'admiration de Lovecraft parce qu'il lui dit qu'il a connu Jules Verne, et c'est de Jules Verne dont il parle. Est-ce que c'est ça dans ma tête, la maison de H.P. Lovecraft? En quoi ces 2 mystérieuses photos de Barlow, par l'empreinte du mort et son absence, l'impossibilité de connaître le détail, parce que ce ne sont pas les originaux, mais les reproductions de l'impression dans une revue de 1948, sont une trace mémorielle qui compense ou annule d'avance toute idée de maison d'écrivain. Le joueur d'échecs décrit par Edgar Poe, le petit bonhomme à l'intérieur de l'automate et qui en fait les gestes, c'est ça pour moi finalement qui compte, aussi bien dans la maison que devant la ville, que dans la ville. 11. Château en ruine de Saint-Simon dans l'Eure. Une résidence d'été. Ses mémoires, tractations, rencontres de couloirs, affaires de cabinet. L'ombre des textes est dans les passages secrets de Versailles ou dans Marly démoli. On y tient un salon du livre chaque septembre avec garden party, paraît-il très sympathique, et prix d'histoire locale. Mais fichez donc la paix aux vieux rugissants. La maison, c'est quand on ouvre un de ces livres et qu'aussitôt on s'y repère. La manie des ruines, chez nous, est-ce que c'est un art de riche? 12. Ceci dit, il y a des très belles ruines, chez Vincent par exemple. Ou à l'opposé, si Cadet Roussel avait 3 maisons, j'ai mis tout à l'heure, je ne sais pas si 4G, je peux avoir le décor, sans torticolis. Si Cadet Roussel avait 3 maisons, c'est aussi le cas de Jack London. Le lieu Sonoma, c'est à 1 heure aujourd'hui en voiture de San Francisco, donc à l'époque sans doute quand même beaucoup plus, un lieu qu'il avait utilisé dans ses romans pour, comme sur l'histoire de 2 enfants irlandais. Les 2 enfants irlandais sont réellement inhumés là, mais quand London choisit cet endroit pour s'y établir, donc il choisit de construire sa maison là où est la tombe de ces 2 enfants, et en même temps, ce n'est pas les 2 enfants, c'est le roman qu'il a écrit sur eux. Et cette interrelation, là, tout d'un coup, vient. La maison principale n'a ni toit ni porte, comme Cadet Roussel. Il a choisi ce terrain, donc ça c'est ce que je viens de vous dire. On est dans la forêt avec les écriteaux qui incitent à se méfier des serpents à sonnette, sûr qu'on fait attention. Sa tombe est à côté de celle des 2 enfants. Construire sa tombe dans son propre roman. La première maison, c'est celle qui fait office de musée. En fait, la maison de sa veuve. Elle contient une bonne partie des objets personnels qui restent, les livres, les appareils photos, les ustensiles de marine. Et c'est pas rien. Mais c'est elle, la veuve, qui l'a fait construire, la maison, au demeurant toute petite, sur l'argent de la ferme revendue. La ferme, à 2 pas, est la 2e maison d'écrivain. Le lit où il est mort, son bureau avec une machine à écrire, et modèle de la machine à écrire, une Remington Silentless, une Remington silencieuse, une MapMonde, des jumelles. La célébrité de London était telle qu'on a tout laissé en état. Simulacre, 2e épisode, là non. Mais les objets de l'autre maison sont plus intimes. Puis à 20 minutes de marche dans la forêt, ce rêve de maison qu'ils se sont fait construire, une bibliothèque qui donne sur une cour intérieure, à la romaine, 2 pièces de travail, une pour lui
une pour elle, plus les commodités. Quand la maison est prête à ce qu'ils y emménagent, elle brûle, incendie dont tout porte à croire qu'elle a été volontaire. En tout cas, on est à peine 2 ans avant la mort par maladie de London. London, l'obstiné, reconstruit, tout en vivant dans cette ferme où il fait des expériences d'agriculture révolutionnaire, mais quand un intello fait des expériences d'agriculture révolutionnaire, c'est rare que ça marche, meurt en quelques jours d'une infection des reins prise vers Tahiti dans le voyage du Snark. La maison reste à jamais sous les séquoias, une ruine anciennement neuve, une Pompéi qui n'a jamais eu ni toit ni porte. C'est pourtant elle qu'on garde en tête comme un mémorial quand on relit London. Dans la première maison, celle de la veuve, ce minuscule bateau, la maquette, le Snark avec lequel, juste après le tremblement de terre de San Francisco, ils ont rallié Hawaï sans instrument de mesure, puis l'Australie. Un bateau, maison d'écriture, mais la maladie qui l'emporte a même pas 40 ans. C'est pendant le voyage qu'il l'a contacté. Ces 3 derniers étés, 2 fois, les incendies de forêt sont venus lécher les 3 maisons. On a sauvé, en les arrosant, les 3 maisons, toute la forêt autour, il n'y a pas grand-chose qui reste. Je ne suis même pas sûr qu'on ait encore accès aux tombes. 13. Flaubert. Autrefois, et peut-être aujourd'hui encore, on est dans la banlieue industrielle de Rouen. On visite un peu perdu cette redoute en bout du jardin à Croisset qui servait de gueuloir à Flaubert. La maison est partie, on a gardé le gueuloir, lequel écrivait une fois sa mère et sa nièce couchées, vers 22h, disons 3 semaines d'affilée pour un chapitre, une fois tous les 2 mois. On documente, on se repose et on rattaque. Le reste du temps consacré aux lectures, aux amours, aux amis, à la doc. 3 heures d'écriture, laissant ensuite redescendre la pression en écrivant au quotidien ces lettres, si précieux que chaque jour on ait ainsi la trace du travail fait jusque vers 2h30 du matin et on recommence. Il y a 5 ans, par autorisation spéciale, je découvre, merci Yvan Leclerc, que l'hôpital de Rouen, dont le père de Flaubert était le patron, il n'y aurait pas Flaubert s'il n'y avait pas eu la fortune du père, a conservé en état l'appartement de fonction et la chambre même où est né Gustave Flaubert. Évidemment, pour Michon, Toussaint et moi qui sommes de la visite, émotion. Émotion liée à ce que ces lieux ne soient pas proposés à la visite publique et ouverts juste par privilège, le temps de ce colloque universitaire. Il n'y a rien ici de spécial. Or, les curiosités médicales habituelles à ce genre d'endroit, quelques manuscrits sous vitrine, ce que cela apporte à mon lien avec Flaubert, je ne sais pas. Cela établit seulement que l'origine bourgeoise, la fonction de notable du père de Flaubert, dont le frère aîné a pris la suite, a eu un premier rôle dans le fait que ces lieux soient conservés. Ou bien cette lettre écrite au retour de l'enterrement de sa sœur. C'est pour ça qu'il élèvera la nièce qui portera le même prénom, Caroline, parce que la fosse avait été creusée trop court, elle est morte en accouchant, elle a 21 ans, et qu'un croque-mort donne des coups de pied sur le bout du cercueil pour qu'il s'enfonce. Alors lui, l'anecdote est célèbre, prend son chapeau, le balance à la gueule du croque-mort et s'en va. Est-ce que ce n'est pas un effet de réel et de traversée du temps, lisant cette scène, que le pavillon gueuloir au sud de la Seine, conservé comme je sais quel fétiche, est question subsidiaire? S'il n'y a pas de classement des auteurs qui nous sont le plus importants, que cette cartographie est différente pour chacun, comment correspondrait-elle à la cartographie des maisons d'écrivains? Je n'ai jamais lu Auguste Comte. C'est pas une question, c'est une question, pardon le lapsus, pas un jugement. 14. La bourgeoisie et la fortune comme condition de maison d'écrivain contribuant à une distorsion du paysage, alors qu'on a... Ouais, on va arrêter lui là. Tu veux qu'il revienne toi là? Je dis, je vais choper le torticolis avant la fin. Voilà. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de maison Francis Ponge, sauf si vous l'inventez. Le fils bègue d'un employé de banque que son patron force régulièrement à changer de ville. Mais il restera ses œillets qu'en 1942, dans un hébergement clandestin à Roanne, il n'a le droit de voir que la nuit, puisque dans ses missions de résistance, dans Rage de l'expression. Il y a probablement, parce que Michel Pham Kim est décédé il y a 3 ans, je crois, un peu plus maintenant, peut-être 5-6 ans, même pas, non, pardon, juste 2-3 ans, un appartement recelant les archives Henri Michaud. L'appartement est fermé, il attend, on peut y avoir accès et visiter. Ce qui est important pour moi, c'est que Michaud écrivait une journée par semaine. Dans cette journée, qu'il appelait son jour de silence,
sans téléphone ni visite, s'installant dans une pièce nue avec juste une table, un tabouret et un broyeur à papier. Il n'y a pas si longtemps, parce que Bernard Noël avait demandé à Michel Fan Kim « Mais t'en as fait quoi? Des cendres de Michaud ?» Il parlait comme ça. Elle lui a répondu d'emblée « Oh, mais je les ai toujours là, dans le placard de la cuisine !» Et la grange remplie de Bernard Noël, maintenant décédé à Morigny-en-Haye, est-ce qu'elle, on va en faire une maison d'écrivain? Cas d'école similaire qu'aura été de dissocier le mur d'André Breton de son ancien appartement rue Fontaine, sa reconstitution à Beaubourg. J'aurais plutôt préféré qu'on sauve ces bistrots qui étaient les leurs aux surréalistes. 15. Ah, ça trace quand même, ça va. L'anti-bourgeoise, George Sand, dont les œuvres complètes ne sont toujours pas en Pléiade. Quand je revisite Nohant, 4 ou 5 ans d'intervalle chaque fois, mais au bout ça compte, ce plaisir à retrouver le connu. Tout y est à sa place, mais ce qu'on appelle à l'intérieur de nous a changé parce qu'on la connaît mieux, ou que la complexité de ce qu'on sait un peu mieux de l'époque et de ses visiteurs s'est affinée. La dernière fois, cet été, en pensant à cette conférence, alors que Sophie ne devait pas penser à moi, on tombe sur un groupe de musiciens en stage de chant classique dans un bled à côté. La guide ne va parler que musique. C'est passionnant. Elle aura du mal à rester dans le temps imparti. Ensuite, on va dans le jardin. Ensuite, on va sur sa tombe. Au bout du parc, un grand arbre tombé, tout récemment. Vu le diamètre, elle l'a probablement connu. À Gargilès, le lendemain. La vieille dame qui fait gentiment visiter, mais pas le droit aux photos, raconte comment, enfant, elle a connu Aurore, la petite fille de Sand. Étrange lien direct qui surgit soudain. Gargilès encore. Tout ce qui compte est à Nohant. Aurore lègue ici ce qui lui est revenu à elle, de sa grand-mère. Les bottines pointure 34, les peignes et épingles à cheveux, la collection d'insectes du fils voyageur. Et nous, comment tout cela nous parle autant, voire plus? Monsieur Simulacre est encore désaccord profond. Puis on marche à pied jusqu'à Saint-Chartier. Intrication du lieu à l'œuvre de Nohant. Là, Saint-Chartier, c'est juste derrière Nohant. Intrication du lieu à l'œuvre, certainement plus marquant que la mare au diable, désormais à peine 2 bouchées vaseuses. Le château de Saint-Chartier, qui est un lieu essentiel de George Sand une fois par semaine, est indiqué à Nohant sur les prospectus, sur le web, dans leur librairie, comme étant ouvert toute l'année du 1er janvier au 31 décembre. Surprise. Et seulement, en parenthèse, dans la ligne suivante, italique, police toute petite, visible de la rue. En fait, tout ça est très récent parce qu'il y avait un festival justement des sonneurs qui avait lieu dans ce château. Et il y a une quinzaine d'années, le château était vendu à des Bourges qui, terminé, exit le festival qui maintenant s'héberge ailleurs. Et, peu importe. Saint-Chartier, il y a bien une boulangerie, mais elle a fermé à 12h30. Il y a bien un bistrot, mais comme on est juste avant la rentrée scolaire, le patron a emmené ses enfants visiter Paris, on ne va pas le lui reprocher. Ce qu'il reste à Saint-Chartier, c'est des maisons à vendre. 1, 2, 10, 20, 40. Elles sont photographiées là. La Châtre, pas plus brillant. Si un territoire s'effondre et meurt, peu importe pour le musée. Quelques Airbnb vous permettent d'ignorer tout ça. Le carrefour géant de la Châtre a raflé tout le commerce de la petite ville. Alors oui, on en sort mitigé. Est-ce qu'une maison d'écrivain peut survivre et respirer dans un territoire lui-même en situation de désastre? En Indre-et-Loire, ça nous touche fort, indépendamment des sabots dans les caniveaux. Cet été à Illiers, à Épineuil-le-Fleuriel, à Nohant, j'ai photographié aussi tout ce qui entoure immédiatement les lieux qui nous y amènent. Ici, on souffre à notre pays. Épineuil-le-Fleuriel, 16. Des années, je ne voulais pas m'y rendre. Pourquoi? Parce que le Grand Maune, lu et relu en permanence depuis la 6e, je l'avais imaginairement transplanté pour comprendre dans mon village de bord de mer en Vendée. Finalement, à cause de cette journée, cet été, on y passe. On prend le billet dans une salle moderne, accueillante, avec le salle pédagogique, matériel, expo, vidéo, etc. Puis, une jeune dame vous accompagne jusqu'au portail de la maison, vous indique la porte d'entrée et vous laisse seul. Quel rêve! Le rez-de-chaussée, aucune fausse note, mais on est dans un musée.
Il y a des instituteurs dans ma famille maternelle depuis la Révolution, et en Vendée, pas tendre avec les curés. Ma mère, son frère et ses sœurs ont toujours vécu dans l'école où le grand-père maternel, après Verdun, était aussi secrétaire de mairie dans le bocage vendéen à Couex, avant d'Anvix, jumeau du Vix de Gaston Chessac. En 1961, le grenier de leur maison de Danvix brûle. J'ai 8 ans. On y accédait par une trappe. J'avais 8 ans, certains livres que j'ai récupérés sentent encore la cendre. Toute une vie de maître d'école a disparu, mais aussi tout le fatras, le bazar qui l'entoure. Ma monette à Épineuil-le-Fleuriel, cette phrase du Maulne, dans le mystère des 3 greniers. Eh bien, m'y voilà, dans les 3 greniers. Eh bien, 3, c'était pas un artifice de littérature, c'est qu'il y a véritablement 3 pièces. Et puis, d'un seul coup, je suis en 1961 dans le bazar du grenier incendié, jusqu'au drap qui sèche. Merci, Épineuil. Par contre, je ne parlerai pas de Nancy. Mais j'irai certainement visiter le lieu voué à Marguerite Audoux. Henri Fournier dit Alain Fournier y a tant contribué. 17. Inventaire de tous mes amis auteurs et où ils habitent. Mais franchement, duquel on pourrait se prévaloir pour solliciter d'une collectivité territoriale subvention publique pour que leur univers de travail soit érigé en maison d'écrivains. Les maisons d'écrivains, donc, c'était forcément d'avant. 18. Ma propre maison d'écrivain. Ces derniers mois, les touches du clavier de mon ordi, celui-ci, tombaient comme des fois mes propres dents. Petit clavier de secours. Pensez, il allait avoir 4 ans d'usage, cet ordi. Commande en ligne, 48 heures plus tard, réception d'un nouveau, celui-ci, sur lequel ce matin j'écris ce texte. Pour la première fois sur cette machine, ce texte, il y a 1 an, je déballe, je branche le petit disque dur externe Time Machine, puis bon, disons 2 bonnes heures de réglage de détails. Toute mon activité, depuis 1988, a été transférée là. 30 ans de boulot, ainsi passé de machine à machine. J'ai des archives conséquentes, un disque dur, là où 120 000 photos numériques depuis 2002, un petit travail formidable. Son miroir de sauvegarde, un deuxième, un autre disque dur 4 Tera pour rassembler les vidéos depuis 2009. Je considère ça comme un de mes livres. Plusieurs bibliothèques au centre de recherche, d'ailleurs, m'en ont acheté une copie. Merci. Mais toute l'écriture, une petite trentaine de livres en un tiers de siècle. Elle n'est pas là, la dame, ce matin, qui m'a dit qu'à mon âge, pile à 15 jours près, où elle est. Elle m'a dit, ouais, parce que vous qui écrivez plus de livres, qui faites que de l'ordinateur. Ah, quand même, on en a quelques-uns sur les épaules. Je dis 30, mais j'avais rajouté, sans compter ce qu'il a fallu pour élever les enfants, allons, disons, 40 mégaoctets. Si on me vole l'ordinateur, ou si tout crame un jour chez moi, mais s'il vous plaît, je ne suis pas pressé. Tout est dans le nuage sur Dropbox, et je peux même accéder de n'importe où à l'ensemble de mes fichiers via mon téléphone. Par contre, si je ne renouvelle pas mon abonnement Dropbox, 130 balles par an, pour cause de malencontreux décès ou de précarité accentuée, fini, la réplique nuage. Je considère mon site internet créé en 1997, plein de couches, donc vintage, comme mon livre principal, à preuve qu'il dispose d'un ISSN attribué par la BNF. Je rémunère OVH à Roubaix, le premier fournisseur français, pour en assurer le service. Bien sûr, je suppose qu'il y a une copie matérielle sur telle branche de leur serveur. Ils ont des fermes de plusieurs milliers de serveurs. Mais tout comme le livre en impression à la demande se matérialise parce qu'un lecteur le commande et que quelques jours plus tard, il se matérialise dans sa boîte aux lettres sans que personne ne l'ait humainement ni touché, ni feuilleté, ni répliqué en dehors de cet exemplaire, mon site ou telle partie de mon site se réplique instantanément dans le cloud, mais il faut dire nuage, on ne va pas faire comme ceux de ce matin, mais moi j'adore ça, mes enfants sont là aussi. Le site, si des consultations adviennent au Québec tout d'un coup ou à Nice d'un seul coup, le site se déporte dans la partie de nuage qui est liée au serveur de cet endroit. Donc où est la matérialité de mon travail d'écriture dans ce cas? J'ai posé la question au patron d'OVH via Twitter, puisque les revenus, par exemple, versés par Amazon sur la vente de mes livres sont automatiquement transférés sur mon compte PayPal, et que les factures OVH sont automatiquement débitées, mon site pourrait rester en ligne
des années après mon décès sans que personne, sauf quelques proches j'espère, s'en aperçoive. Est-ce qu'on pourrait concevoir une sorte d'assurance, j'ai demandé, qu'on paierait là maintenant tout de suite en sus de notre abonnement et qui garantirait à notre maison virtuelle une disponibilité web, par exemple passive, pendant une période à définir 10 ans après décès. Dans le système juridique français, c'est pas possible aujourd'hui. Juridiquement, pas de solution. Avec quelques amis, nous entretenons par contre au moins 5 ou 6 sites que j'ai en tête, Ronald Klapka, Philippe Ramy et d'autres, d'amis morts. C'est pas une solution durable. Faire une maison pour la survie des écrivains web morts. 19. Proposition très sérieuse. Lancer un financement participatif. Acheter un immeuble parisien, celui à Auguste Comte. Mettre au-dessus de l'entrée une grande enseigne, la vie mode d'emploi. Et dans chaque appartement, on aurait le droit de visiter, de la cave au grenier, la reconstitution exacte du lieu tel que décrit dans la vie mode d'emploi. Dans une pièce, par contre, qui ne serait pas indiquée, et seuls certains visiteurs, comme les pièces d'or à Chambord, auraient la chance d'en pousser la porte, un hologramme souriant et fumant cigarette sur cigarette pour mourir à 52 ans, figurerait Georges Perec occupé sur sa machine à dactylographier la vie mode d'emploi. Ce descriptif, incluant la chambre avec l'auteur, sera par la suite intégré dans les rééditions du roman. Est-ce que c'est intéressant ce genre de projection? Non, mais par exemple un livre, peut-être qu'on est pas mal à considérer comme le plus important de Georges Perec. Et pourtant, espèce d'espace, et pourtant la vie mode d'emploi, et pourtant W, etc. C'est un projet qui s'appelait Lieu. Alors Lieu, il avait choisi dans Paris 12 lieux avec un algorithme bicarré latin orthogonal d'ordre 12, si je ne me trompe pas, qui lui imposait chaque mois d'aller visiter 2 de ces lieux, mais jamais les mêmes en même temps. Et donc cette entreprise, ça c'est Georges Perec qui en parle dans l'espèce d'espace, durera donc 12 ans jusqu'à ce que tous les lieux aient été visités 2 fois, 12 fois. Et c'est là, par exemple, où il a lui-même effectivement triché avec son projet, parce qu'une fois, si pendant 48 heures, il reste place Saint-Sulpice, et dans ces 48 heures place Saint-Sulpice, il note tout ce qu'il voit, le bus, le boxeur, les voix, les conversations, etc. Et il publie ça sous le titre « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien », qui est aussi un livre canonique de Perec. Mais c'est une petite brique parmi les 66 enveloppes du projet Lieu, et à chaque fois, il scelle l'expérience avec le protocole d'écriture de ces lieux dans une grosse enveloppe de papier craft dans laquelle il ajoute les tickets de cinéma, les tickets de caisse, les tickets, etc., toutes les petites factures annexes, avec qui il était, les coupures de pub, etc., etc., des grosses enveloppes craft. Perec continue ce truc, il y a un truc qui est fabuleux, c'est qu'il y inclut presque de façon subreptice la rue Villain. La rue Villain, c'est la rue où il est né en 1937. Sa mère, son père meurt, un des premiers morts, c'est ces juifs d'Europe centrale qui, au lieu de retenter encore l'émigration, s'engagent de façon volontaire, et donc on les envoie les premiers contre les Panzer de Himmler. Donc le père de Perec est un des premiers morts de l'offensive d'août 40, et en 42, lui ayant presque 5 ans, pas tout à fait, sa mère l'emmène gare de Lyon, soi-disant pour une colonie de vacances. Et sa mère fait partie de tous ceux qui partent dans les rafles, qui arrivent à Auschwitz sans même que la bureaucratie nazie en ait fait l'inscription et le relevé. Donc a priori liquidé le truc comme ça. Donc Perec n'a pas de souvenir visuel de la rue Villain. Par contre, en insérant la rue Villain dans son dispositif, il va avoir 24 textes étalés sur 12 ans de descriptions qui vont faire comme une espèce d'empreinte fossile de son autobiographie et de cette fameuse rue Villain. Et puis en 73, d'abord il y a les palissades, il y a la démolition, et puis on fait ces immeubles-là dans les années 70 qu'aujourd'hui on ne sait pas s'en débarrasser. Donc Perec annule le projet. Tout cet impro, là, j'arrête là. Il est adopté en 1950 par une sœur de son père qui a une fille qui s'appelle Ella Bienenfeld. Ella est morte il y a 6 ans, et la fille d'Ella Bienenfeld, toute une équipe a travaillé sur Lieu, c'est-à-dire la totalité de ces 66 enveloppes, et que Perec arrête le jour où la rue Villain a été supprimée, et on est bloqué par l'héritière. On s'écarte du sujet, et en même temps, pour moi, on est dedans. Enfin, en tout cas, dans ce dialogue. 20, pour compenser, des meilleurs moments dans les maisons d'écrivains. Voilà, le comte, il vous offre une bouteille, il dit tu me la payes même pas. Le viticulteur.
Et en plus, je ne l'ai même pas vue, je la garde toujours dans mon bureau, la bouteille de vin. Dans la grange de Saché, lire à 6 sur des pupitres le Lys dans la vallée, et quand on décrit le surgissement du château de Madame Morsauf, on ouvre le ventail et on a devant nos yeux le paysage qu'on est en train de lire. À Ferney, quelqu'un en a parlé ce matin et m'a mis en doute. Ferney, c'est en France, c'est pas en Suisse. Allons. Ah oui, c'est parce que je suis allée en Suisse et j'ai retraversé la Ça frontière. aussi, ça d'accord. C'est pas la même chose. Quand même, Voltaire, vous voyez comme Agrippa d'Aubigné ou comme Blaise Cendrars. Ah, j'ai été choqué. À Ferney, lire dans le salon même de Voltaire et voir le coucher de soleil éclairer le Mont Blanc à l'horizontale. Mais pensez en même temps au fait qu'un an plus tôt, à la BNF, un copain t'avait invité parce que tous les 10 ans, ils ouvrent la statue de Voltaire parce que dans le socle, il y a le cœur momifié de Voltaire. Et donc, on va vérifier que le cœur de Voltaire va bien. C'est un peu comme un petit ballon de handball, mais tout léger, tout léger, tout léger. C'est pour ça qu'à la Devinière, on est fiers d'avoir le cœur momifié de Rabelais. Mais bon, c'est la première fois que je dois Ferney partir en Suisse. 21. Alors là, je vais faire comme ma collègue de la Maison des Cartes ce matin. J'ai écrit ça ce matin. Il y est, j'avais 5 lignes, j'en ai fait une page. Vénérable bourg de la Beauce, qui se saisit d'une œuvre littéraire, fictionnelle, et se débaptise pour associer à son nom celui de la fiction. Fiction recomposée d'après 3 maisons familiales, dont une seule à Illiers, et que Proust, même dans la fin, réécrit dans le temps retrouvé, il l'installe près de Reims, plus du tout dans la Beauce. Mystère éternel d'une œuvre qui commence en disant que le narrateur n'a pas souvenir de la maison de Combray. C'est une scène formidable, tout début de la recherche. C'est le seul souvenir qu'il a, c'est cette vieille tante qui lui lisait des histoires à la lanterne magique, l'histoire de Golo et le chevalier puis la dame. C'est vrai qu'à les lanternes magiques, ça date du XVIIe siècle. À la Cinémathèque de Bercy, on a environ 15 000 petits machins comme ça là, qui permettent d'animer un récit en Antarctique, etc. Et quand Proust installe la lanterne magique, il dit « Je n'ai pas souvenir de cette maison ». Vous voyez l'importance que ça avait pour lui. Par contre, il se souvient qu'en bougeant la lanterne magique, on déplace la lumière sur les rideaux, sur les angles, et que pendant que l'histoire que lit la vieille tante, il le connaît tellement par cœur, il s'en fiche. Et puis, par contre, quand il passe l'image sur le bouton de porte en cuivre, à ce moment-là, l'image devient nette. Et à ce moment-là, si le bouton de porte est net dans la lanterne magique, eh bien, on peut pousser la porte et retrouver la maison de Combray, la réinventer. Le Pré-Catelan, les rives de la Vivonne, les deux côtés, Guermantes et Swann, la tour où Gilberte adresse au narrateur son geste obscène, les bancs de la vieille et lourdaude église, le château de Tansonville et sa haie d'aubépine. Quand on vient à Illiers-Combray, parce qu'on a lu Proust, on marche évidemment dans la recherche. Est-ce que ça suffit? En 10 ans, 3 bistrots ou petits restos qui ont fermé. La boulangerie qui fabriquait les madeleines, une autre en fait autant à Cabourg, fermée. Dans les boutiques abandonnées, on installe des mannequins et des reconstitutions habillées années 50 pour donner illusion. L'année où on a baptisé Illiers-Combray. L'effet est plutôt inverse. Dernier avatar, un homme d'affaires chinois, auteur d'un livre à succès en Europe, mais sous le même titre ou presque, et la même histoire ou presque d'un livre qui a eu du succès, lui, en Chine. À l'idée, le sorgho rouge, à l'idée d'utiliser son aura littéraire pour accueillir à Illiers-Combray l'industrie des mariages, la même qui a causé le récent suicide d'un des récents maires de Tours. Il achète une maison début de siècle, le mien, pas celui d'avant. Villégiature d'industriel parisien qui a la caractéristique suivante, contre un vieux mur de ferme, une façade formidable, étage rez-de-chaussée, mais seulement 4 mètres d'épaisseur, tout du long. C'est inhabitable. La mairie finit par ne pas autoriser l'utilisation commerciale pour les mariages chinois. Alors il reconvertit l'idée. Odette était censée être un peu bête, en aménageant le boudoir de quelqu'un d'un peu bête. Et on vous le dit comme ça. Swann est un intellectuel et fume le cigare, on rachète chez les antiquaires tout ce qu'il faut. Ils ont une fille, on rajoute un petit landau, des poupées. On installe des tableaux copiés pour être ceux qu'aime Swann, mais des copies.
Maintenant, il s'agit de prouver que la vraie maison de Swann n'était pas Tansonville, mais celle-ci. On transforme l'accès à une vieille chapelle pour qu'on puisse considérer que la phrase de la recherche du temps perdu s'adapte à la maison actuelle. Et dernière étape, réconciliation avec la mairie. On fabrique une maison de Swann dans le circuit touristique pour venir la visiter après la maison de la tante Léonie. Souvenir de ce dimanche, un autre séjour, dans la maison de tante Léonie, à Illiers-d'Illiers-Combray, parce que le bus, lors de ce colloque, promenant du côté de chez Swann, le vrai, le Tansonville, pas la version chinoise, les invités du colloque avaient pris 1 heure de retard, être pendant 1 heure les seuls à deux dans la maison d'Illiers-Combray. Une moitié d'après-midi, la maison La maison a été transformée en musée vers 1954. Alors tous les interrupteurs, vous voyez là, jusqu'à plus soif, les prises, la boule de faux cristal sur la rampe d'escalier, les poignées de porte, les plaintes sur le parquet, c'est comme chez mes propres grands-parents en 1960. Là où Proust nous embarque en travaillant sur sa propre mémoire enfouie, je retrouve ici le même décalage. La maison restaurée et réinventée, remeublée en 1954 pour fabriquer le musée, toujours ce simulacre là où il m'a coupé tous mes effets ce matin-là, la question, m'embarque dans ma relation aux lieux maintenant inaccessibles, qu'étaient ceux de ma propre enfance. La magie pour moi du musée de tante Léonie, c'est la reproduction homothétique, à 60 ans d'écart, d'une projection de soi-même dans les années 50, le souvenir lacunaire de mon enfance. Parce que je recule à 60 ans en arrière, l'écluse s'ouvre avec la recherche parce qu'elle dissèque le principe même de ces voyages temporels par le sensible. Un homme qui dort tient autour de lui le cercle des heures, etc. Aujourd'hui, il paraît qu'on va la rénover, la maison de la tante Léonie, entre autres, parce qu'on en a parlé ce matin aussi, je ne sais plus où, l'électricité n'est plus aux normes. Mais justement, et qu'on va y placer un ascenseur. Ça c'est revenu 2 fois ce matin, parce que accès handicap, et c'est justifié. J'espère juste qu'il sera à manuel, comme à Cabourg, vous savez la scène avec le lift là, qui raconte ses histoires d'amour tout en... Les travaux vont commencer, le président de la République est venu, accompagné d'un célèbre présentateur télévisé, lequel fait visiter à 8 km du bourg sa propre ferme du dimanche, et accueille désormais plus de visiteurs payants dans sa ferme, plus cher que la maison de la tante Léonie, en gros 1 fois et demie le public de la maison de la tante Léonie, au point que la municipalité d'Illiers-Combray a fait rajouter la direction de la ferme de Stéphane Bern, au panneau routier à la sortie du village. Le temps que vont durer les travaux, la municipalité d'Illiers-Combray a mobilisé une autre maison du centre-bourg, qui ressemble vaguement, une maison inhabitée depuis longtemps, pour y transporter le mobilier de la maison reconstituée de la tante Léonie et continuer quand même, pendant 4 ans, d'accueillir des visites. Est-ce que je retournerai un jour à Illiers-Combray? Je retournerai plutôt à la Devinière, ou à Nohant, ou à Providence. Mais si ce texte est publié par votre association ou sur mon site, je censurerai ce passage. Mais quand même, c'est lourd, quoi. 22. Vous me dites, je suis encore dans le temps, ça va? Oui. Vous me dites. 10 minutes. Ouais, ça va, je les casse. Que c'est des questions d'héritage? Ouais, je vais un peu laisser tomber des trucs. Ma piole, je l'appelle bureau. 3 mètres en longueur, 2 mètres en largeur, des objets qui participent du symbolique de mon histoire familiale, le pied à coulisses de mon père, même si j'ai rarement besoin d'un pied à coulisses, voire jamais, sauf pour me gratter la tête. C'est un Kodak à souffler de mon grand-père, même si je n'aurais pas de pellicule à placer dedans. Nos propres objets sont conçus pour une durée, leur principe. Quelle belle maison d'écrivain que l'œuvre entière de l'écrivain de Mayenne, Jean-Loup Trassard, qui a toujours vécu, qui a été astreint à vivre dans la maison familiale, en faire le terrain de ses livres, et même indépendamment des livres de photos, de ses voyages à l'autre bout du monde, a gagné sa vie en devenant comptable de la coopérative agricole de son bled de Mayenne, et de s'annuler progressivement, non pas même par l'obsolescence programmée qui nous enferme, mais par l'automatisation qui les miniaturise. On a un téléphone, est-ce qu'on a besoin d'un appareil photo? Ou est-ce que notre propre histoire, les objets qui nous servaient à écouter la musique, leur évolution, est indépendante de la façon qu'on a d'écouter?
La collection de mes vieux ordinateurs obsolètes est-elle un musée muséal? Certainement pas. Les penseurs qui nous aident le plus au fond à penser et s'approprier ces secousses telluriques lentes dans l'ordre humain et du monde. C'est pour ça que ce matin j'étais si heureux d'entendre nommer Marshall McLuhan, se révèlent eux aussi avec retard et lenteur. Au cimetière Montparnasse, de l'herbe sur la dalle très simple de Tristan Tzara, des empilements de stylo-billes sur celle de Duras, sauf que personne n'en a rajouté depuis 1 an. Mais le succès, c'est Gainsbourg, c'est Sartre. Où sont les tombes et les maisons de Gilbert Simondon, le Poitevin, de Wilhelm Flusser, qui a longtemps habité Pertuis dans le Vaucluse? La matérialité de ma maison d'écrivain, c'est que pour leur dire progressivement au revoir, je les raconte dans des vidéos YouTube, propriété de Google, que ma mère a récupéré la loupe qu'utilisait pour lire mon grand-père et que je l'ai retrouvée dans sa table de nuit alors qu'avec mon frère nous vidions son propre appartement, ne fait pas de cette petite loupe en étui de cuir écaillé un objet transmissible. 23. Imaginez des maisons d'écrivains pour les plus singuliers que je rêvère. Daniel Colobert, suicidé en 1978 le jour de ses 38 ans, enterré à Rosporden en Bretagne. Bernard-Marie Coltès, qui a toujours fui le Metz catholique qui l'honore. Ce qu'il dit des hammams et films de kung-fu à Pigalle. Qui sauverait ce monde et pourquoi? Paul Vallée, de son vrai nom Georges Schwartz, qui avait choisi ce pseudonyme pour être totalement transparent en tant que serviteur de l'écriture. Lui, médecin généraliste à Vitry-sur-Seine, quartier pauvre, il y a réussi. Artaud, qui a toujours vécu à l'hôtel, sans affaires personnelles, inventé une maison, des écrivains sans maison. On ne manque pas d'usines inoccupées ou promises à la démolition pour le faire. D'ailleurs, la tendance à vouloir faire des musées de chaque usine abandonnée offre quelques parallèles. Le goût de notre société de se transformer en mémoire d'elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre, inventaire de toutes les pétitions ayant circulé en 10 ans pour l'invention ou la sauvegarde de nouvelles maisons d'écrivains ou d'artistes, etc. Do it yourself, ça je vais quand même le dire, c'est un de ces acronymes à internet, je ne sais même pas le prononcer. DIU, yeah, DIU, des 3 lettres, D-I-Y. Fais-le toi-même. Est-ce qu'il y a un besoin d'expertise? Où j'ai mis ma petite cam pour un web vivant, au rebours de votre curiosité de ces 2 jours et des perspectives ouvertes. Plaisir, gloire, simplicité du numérique. Pour moins de 1000 balles, on a un petit appareil autofocus avec prise de micro extérieur, un micro, un pied, et voilà. Logiciel de montage gratuit sur tous les ordis. Et comme on serait prêt à les vivre au jour le jour, vos lieux, vos travaux. Faites une cagnotte repas avec 20 balles d'amende. À quelconque de vos collègues ou vous-même diriez « Il faut qu'on sache ce qu'en pense le Conseil général ». Casser les communicants, vider les prestataires d'usines à gaz, mais ça tombe bien, ils sont repartis cet après-midi. Et pourquoi pas ensemble un petit stage de 2 jours chez vous sur comment faire pour un YouTube de votre fédération alimenté par vous-même, avec même le droit de parler des copains. Au lieu de ça, sur les sites de vos maisons d'écrivains, des extraits de reportages télé avec tous les codes de la représentation standardisée. On arrête quand? On s'y met quand? Est-ce que ça prend du temps? Et là, je ne vais pas bouffer de temps avec tout ça. Et en plus, je suis maladroit étant en marche arrière. Puis vous irez voir, non, ça c'est le grenier du Grand Mône. Mais après, justement, à la limite, comme seul exemple, si je cherchais, je ne vais pas le faire pour gagner du temps, vous cherchez Claude Simon, SALS, visite maison virtuelle. Et vous verrez, il y a les prestataires, comme vous en avez accueilli ce matin, et tant mieux, il faut qu'il y ait ça, il faut que ça vive, il faut que tous ces nouveaux métiers qu'invente le web, c'est parfait, mais la maison virtuelle de Claude Simon, il y en a des tartines partout dans la presse, etc. Qui l'organise? C'est pas l'association des amis de Claude Simon qui n'ont pas une thune, c'est la région, et puis vous avez la place, et vous avez la porte, et vous entrez, et vous visitez 3 pièces. Je voudrais bien savoir combien ça leur a coûté. Ce matin, on avait Chambord à parler de ces hotspots que je n'en parlais pas. Alors, la maison de Claude Simon, vous avez là, justement, tel endroit, vous pouvez ouvrir un texte. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la petite flèche pour aller d'une pièce à l'autre. Combien ça coûte de faire ça? Ça coûte 500 balles. Cet objet-là, par exemple, c'est le Kukam Kandao, c'est pas le premier prix à 300 balles des Insta 360. Ces trucs, c'est dont se servent tous les agents immobiliers. C'est parce que tous les agents immobiliers en ont une que ça coûte 500 balles. Une fois qu'on prend ça, des fois là je me mets dans l'image, et puis je ne vais pas vous emmerder
avec ces trucs-là, puis moi je l'ai fait de façon un peu bizarro, mais fabriquer ce truc-là, on est sur une plateforme d'agents immobiliers qui coûte 90 balles par an, et là, quand vous entrez dans l'espace personnel, modifié, on vous donne des outils, c'est-à-dire que si je veux par exemple mettre un texte ici je peux avoir un point, et puis après, si je clique sur le point discret, j'aurai la photo vue de face de ce qui est là, et puis si je mets un autre point avec un petit modèle de flèche, il y en a plein, qui vous dit, ah, si vous cliquez là, vous entrez dans la pièce à côté, eh ben, vous changez là d'image, et vous vous retrouvez dans une autre. C'est-à-dire que 500 balles, et en gros, ça met 20 minutes. Et là, pour moi, il y a ce changement de paradigme, je ne veux pas rentrer parce que c'est vos plates-bandes, ce n'est pas les miennes. J'ai vu qu'un seul exemple en 20 ans, c'est un gars qui s'appelle Nathanaël Gobanso, donc toi t'écoutes pas, ça te regarde pas. C'est un gars qui était à Saché et qui s'est mis à faire, en fait l'histoire c'est ça, c'est un jeune gars qui venait de jouer de la guitare sur le bord des routes, la cigale et la fourmi. La petite fourmi, elle avait trouvé un job à Langeais, donc il s'installe dans le coin, et le Nathanaël, il dit, bon, ben, puis il trouve un boulot, gardien à Saché, enfin guide à Saché. Ce type, au bout d'1 an, connaissait Balzac comme personne. Et il s'est mis à faire des blogs sur Balzac jusqu'à être viré parce que Saché, c'était devenu Nathanaël et plus le Dirlo de l'époque. Bon, heureusement, il va trouver un protecteur pour l'accueillir, etc. Il dit non et j'arrête, ça ne me regarde pas. N'empêche que les blogs de Nathanaël, ça veut dire que chaque semaine, on venait, il se passe quoi à Saché? Et là, par contre, je pense que toi, si tu faisais une photo de chaque matin, il y a quoi dans la fenêtre, il y a quoi dans la rue, ça te prend pas plus de temps que passer le balai, quoi. Mais j'arrête là-dessus. Mais pour moi, le web, l'expérience web, c'est pas les grosses machines, tous ces machins. C'est bien que ça existe, les applis et tous les trucs. Mais en quoi, qu'est-ce qui est l'interdit sur ces pratiques personnelles de journal au jour le jour? Je sélectionnais là quelque part aussi, il y a un zigoto à Noirmoutier qui pareil avec une photo 360. Tous les matins, il y a Noirmoutier 360. Eh ben, je suis. Et globalement, par exemple, l'actualité de Vincent, pour moi, c'est sur Facebook. J'arrête là. Puis je vais zapper les trucs parce que je pense que vous en avez assez. Quand même, tiens, allez, un truc pour leur passer un peu de pommade aussi à mes potes. Mais ce matin, on en a parlé aussi sur cette question des musées, des collections, de l'archive. 27. La question de l'archive est dissociée de cette mémoire sensible que cultivent avec bonheur, amour aussi, les actuelles maisons d'écrivains. Les fleurs et le jardin chez Ronsard à Saint-Côme, mais aussi l'histoire urbaine de l'île, qui peut-être y est encore plus fascinante, sur le fond sonore toujours tremblant de la rocade. La vigne, nouvellement plantée à la Devinière, dont on ne saura jamais si Rabelais, mis au couvent à 14 ans au Baumette à Angers, il ne sera jamais revenu. La maison a été celle de l'œuvre, un Duomo de la guerre picrocoline dans Gargantua, beaucoup plus que celle de l'auteur, sinon que l'histoire récente, en la transformant en lieu vivant, en face effectivement un lieu symbolique qui vaille aussi pour l'auteur, mais peut-être plus pour la construction de ce qui a été fait en 10 ans que par le bâtiment lui-même. Il y a pourtant cette belle phrase dans Rabelais qui, pour la première fois dans notre littérature, installe la matérialité de l'écriture. Qu'il n'est tel de faucher en été en cave bien garnie, qu'il n'est tel que de faucher en été en cave bien garnie, de papier, de ganivet de lion, là ça c'était la qualité du papier, de lion sur le Rhône, parce qu'il faut bien préciser, tarabin, taraba, parce qu'il éclate de rire, et le ganivet c'est le petit couteau qui sert dans Rabelais et à ouvrir les noix pour les trucs comme ça, et donc à tailler les plumes, et puis donc aussi à égorger les méchants dans Gargantua. La robe de Rabelais, conservée à la faculté de médecine de Montpellier, a été renouvelée 4 fois depuis le XVIIe siècle en les factures. On a aussi gardé la facture originale du pendu, 5 livres 5 sols, qu'il a conservé dans de la glace de l'Aiguale, avec du feutre et de l'huile. Il parle aussi de la conservation de la glace, qu'il utilisa pour les 4 mois de son cours d'anatomie, lui qui avait été reçu bachelier en médecine 3 semaines après son arrivée, puisqu'il s'agissait d'une soutenance sur une traduction. Et si la haute mémoire de Rabelais était dans l'archive évidemment impossible de cette suite de cours que cet hiver-là, oralement, il a prononcé sans trace écrite. Et quelle joie en retour, j'en ai profité,
28. Concevoir une maison Blaise Cendrars, lui qui vivait dans les ports ou déchirait 30 pages de son Rimbaud pour mettre dans le vide-poche de l'Alfa Romeo conduite d'une seule main quand il voyageait. On y accède par un ascenseur. L'ascenseur est vitré, c'est étrange. On descend de 7 étages. À chaque étage, un couloir d'archives qui s'enfonce sous la terre, on ne voit pas le bout. On est à la Bibliothèque nationale de Berne, en Suisse cette fois, au 7e sous-sol, dans le vieux pays montagneux. On prend le dernier couloir. On est 7 étages sous terre. On vous montre les archives d'Hermann Hesse. On pousse les volants de fonte qui déplacent les rayons sur rail. Cendrars en a 2 face à face. L'un pour ses livres, 2000 livres de sa bibliothèque personnelle, dont une Bible annotée à pleine marge partout, et les envois dédicacés. Et quand on prend l'Anicet de Louis Aragon, je m'en souviens, je ne sais plus, Caroline, on est tous surpris de cette humilité presque cauteleuse de l'art de la dédicace chez Aragon. Ça te rehausse pas le bonhomme dans ton estime. Et dans le rayon d'en face, ces machines à écrire, c'est vrai, ces machines à écrire, ces appareils photo et un magnétophone à bande. Le magnétophone à bande comme outil d'écriture. En tout cas, ils l'ont gardé. Et telle est désormais, dans ces 2 rayonnages, 7 étages sous terre, la maison de Blaise Cendrars. 29, je suis presque au bout. Nous souffrirons toujours, deuil impossible, de ces traces mémorielles qu'il serait possible de traverser, et on ne le peut plus. Le petit château de Talmand-des-Réaux, près de Saumur, où on vous montre sous un escalier le recoin où furent retrouvées, 120 ans plus tard, ces historiettes. Le nuage mémoriel, sensible et matériel, dont on cherche à lester l'impalpable de notre rapport à une œuvre, qu'elle soit littéraire, la mission impossible d'une maison Baudelaire, même la maison de Honfleur, c'est cette histoire-là de cette maison qui ensuite est devenue une morgue. Et évidemment, maintenant, l'hôpital a démoli la maison comme ça. Et par contre, la seule image qu'on ait de la mère de Baudelaire, c'est une image où elle est sur le perron de cette maison. Et les seules images plus précises de cette maison, c'est quand ensuite, pendant 30 ans, elle a servi de morgue. Et là, on commence à réfléchir. 30 fin. Il m'arrive toujours, au 32 rue du Faubourg Montmartre, quand j'y passe, que le crochet n'est pas trop long, d'entrer dans la cour pour me recueillir devant la trace blanche de la plaque volée qui disait « Ici a vécu Isidore Ducasse, comte de Lautréamont ». Nous avançons dans notre travail, notre tâche, dans le désarroi, la violence du monde, le déni porté à la littérature même, dans l'idée que nous n'en avons pas besoin de maison, que ce risque est notre chance justement pour continuer d'aller. Et cela, en fait, a peu à voir avec nos outils numériques, même s'ils en sont devenus, et la chance et la matérialité neuve. On vit en état de transition, on vit dans l'imprédictible. La maison, c'est le maintenant. C'était beau, il fallait à la fin, il fallait qu'elle soit beau.